comment parler de franc-maçonnerie sans parler de musique? C'est difficile puisque la musique baigne combien de cérémonies maçonniques, les initiations, les grandes cérémonies ne se font qu'en musique. À certaines époques, il y avait même des orchestres qui étaient dans les loges, mais je pense que nos deux intervenants vont tout à l'heure en parler beaucoup mieux que je ne le ferai. On ne peut pas s'empêcher de parler de franc-maçonnerie et de musique sans évoquer la figure tutélaire de ce brave Wolfgang Amadeus Mozart. Mais ici, à Toulouse, il faut quand même citer la figure de Bernard Aimable Dupuy, qui fut un grand compositeur de musique et maçon, bien entendu, toulousain. Donc merci à vous d'être restés pour cette intervention maintenant sur la musique. Donc nous avons, pour intervenir sur ce sujet passionnant et qui est au cœur vraiment de la maçonnerie, nous avons Bernard de Bosson. Bonjour Bernard. Voulez-vous vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes? Si vous m'entendez, je m'appelle Bernard de Bosson. Il faut mettre l'esquimau vraiment ici. Voilà, Bernard de Bosson, j'ai 78 ans, j'ai toujours travaillé dans la musique. Je suis un peu autodidacte de tout et pianiste, comme vous l'avez vu, je joue avec les coudes, mais enfin, je fais ce que je peux. J'ai été pianiste de jazz et j'ai surtout fait un parcours dans la musique comme producteur de musique. J'ai commencé à des fonctions très modestes. Et puis après, j'ai travaillé dans le milieu du disque. Et c'est dans le milieu du disque que j'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'a pris par la main et qui m'a amené à frapper à la porte d'un temple où je suis rentré il y a 46 ans. J'y ai fait un parcours, toujours dans la même loge, toujours dans le même rite, qui était le rite écossais rectifié, qui est un rite, alors ça fait hurler tous mes frères de la GLTSO, dont j'ai été le grand maître juste avant Jean Dubar. Et j'ai succédé à un monsieur qui est là, qui est un fou de musique également, qui s'appelle Jean-Marc Pétillot, et qui a écrit un bouquin magnifique avec Roger Daché sur le RER, je vous signale ça au passage. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que au RER, il n'y a pas de musique. Alors évidemment, quand les frères de mon obédience, dans les autres rites pratiqués par mon obédience, qui en pratiquent 6, il y a de la musique. Mais au RER, il n'y en a pas. Et alors quand les frères m'entendent faire une conférence sur la musique, alors que j'ai toujours répété que la musique, au RER, il n'y en avait pas, mais que la musique, elle était dans les mots de Villermoz, qui était le Mozart de notre maçonnerie, et qui avait su faire vibrer les mots de façon extraordinaire, qu'elle était dans les silences, et qu'elle était surtout dans la façon dont, avec la voix, on peut faire porter les mots et faire de la musique en maçonnerie. Voilà. Alors j'espère que je vais vous donner quelques petites informations après, quand je commencerai mon petit exposé, et je vais vous rendre la parole parce qu'il y a une personne qui est une musicologue extraordinaire à ma droite. Voilà. Eh bien voilà, donc nous allons passer à votre droite. Bonjour Nicole Desgranges. Alors vous êtes musicologue, alors présentez-vous, racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous allez nous présenter. Donc, effectivement, je suis universitaire en musicologie et spécialiste du XVIIIe siècle. Ah, c'est une bonne époque, ça, pour nous, ça. Hein et avec une introduction telle de Mozart, ça ne pouvait pas être mieux. Donc, en fait, mes propos vont être argumentés sur 4 points. Pourquoi la musique en loge? Donc, en particulier, pourquoi dans un rituel est-ce qu'on a mis de la musique? On a eu ce sentiment-là. Ensuite, pourquoi la musique dans les loges, mais aussi d'un moment extrêmement important, toujours maintenant, qui sont l'après-loge, c'est-à-dire au moment des agapes, parce que nous nous retrouvons autour d'un repas. Donc, qu'est-ce que l'on chantait au moment des agapes? Ensuite, troisièmement, nous verrons ce qui un petit peu va découler tout ça, c'est-à-dire quelques musiciens malgré tout et quelques compositions, mais surtout le fait que pour agrémenter justement les tenues et les agapes, un peu partout en France, on va recruter des maîtres de musique. J'expliquerai comment. Et en fin de compte, il va mettre en place des concerts. Voilà. Et la notion de concert, ce sont les loges maçonniques qui vont développer pour la première fois en France les concerts sur abonnement. Et je vous dirai le pourquoi de cette création de ces concerts sur abonnement. Merci beaucoup. Merci Nicole. Donc je vais donner la parole à Bernard parce qu'il a un avion à prendre. Et donc il a la parole pour nous faire... Merci, je vais essayer d'être le plus clair possible. J'espère que vous m'entendrez bien, de me servir parce que ces micros sont très directionnels. Et vous savez, le son, c'est quelque chose d'essentiel. La musique, c'est d'abord l'art des sons. Et en maçonnerie, le son
est très très important. Comme je vous l'ai dit, je crois que dans tous les rituels, quels qu'ils soient, il faut essayer que la parole puisse justement accompagner les mots et même sans musique, faire de la musique maçonnique. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, pour la petite histoire de ceux qui s'intéressent à ces démarches que sont les salons du livre maçonnique et autres colloques de toute nature, il faut savoir que pour la première fois l'année dernière au salon du livre maçonnique de Paris, on m'avait demandé d'être le modérateur et l'organisateur d'un atelier sur la musique, ce qui ne s'était jamais fait avant. Et j'avais pour ce faire deux personnes extraordinaires, une musicienne chef d'orchestre, Mélanie Lévy-Thiebaud, de la Grande Loge féminine de France, et un frère éminent, grand musicologue, professeur au Conservatoire national de Paris, Jean-Paul Hochstein. Et je lui ai demandé, on a travaillé ensemble, et il a fait des textes magnifiques sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et je vais m'inspirer beaucoup des textes qu'il a fait. Je lui rends hommage. Si j'avais pu, il serait venu avec moi, mais malheureusement, c'est un monsieur très occupé, il n'a pas pu être là. Et puis, j'essaierai d'aller assez rapidement et de conclure, parce que malheureusement, comme on vous l'a dit, j'ai un avion à prendre. Je suis descendu spécialement de Paris ce matin et je repars aussi sec parce que demain, j'ai d'autres obligations. Alors, il y a beaucoup de choses dans le travail qui a été fait. Il y avait notamment 4 pages sur la clarinette, mais je pense que Nicole, elle va vous en parler aussi bien que moi. Puis vous avez entendu un magnifique clarinettiste. Donc je vais zapper ça. Et je vais venir à quelque chose de très important, c'est l'alliance philosophique pour les temps futurs, telle que l'appréhendait notre ami Jean-Paul. Et la maçonnerie et la musique, un duo qui a oublié d'être infernal. Depuis longtemps, la musique et la maçonnerie font bon ménage. On peut même dire qu'elles entretiennent des amitiés particulières, au meilleur sens du mot, sans que celles-ci soient des liaisons dangereuses. Il y a une raison a posteriori à cela. Le nombre de musiciens maçons attesté par l'histoire, depuis que la maçonnerie structurée existe, c'est-à-dire depuis le début du XVIIIe siècle. Mais il y a aussi des raisons a priori. Le fait que musique et maçonnerie partagent des qualités, des propriétés, des spécificités, qui les rendent communicantes pour leurs pratiquants et qui leur permettent de communiquer entre elles sur d'autres plans que ceux de la vie ordinaire. C'est le domaine du silence, dont elles se servent pour créer, chacune en fonction de leurs objectifs, une nouvelle densité de la personne qui la fasse échapper aux contingences de la vie. C'est le domaine du temps que chacune organise pour qu'il cesse d'être soit l'urgence du présent, si caractéristique de notre époque, soit le grand écart entre le passé et l'avenir, générateur de schizophrénie philosophique pour qui est amené à vivre en permanence les deux. C'est aussi le domaine de la mémoire, extraordinaire creusée à vie multiple qui fait sortir du silence quand on la partage et du temps quand on la sublime, quelque chose qui ressemblerait à une tempête froide sous un crâne dont on peut dire qu'elle réincarne les êtres vivants et prolonge l'humanité à la fois en l'antériorité et en postérité. C'est ainsi que les musiciens maçons demeurent doublement en tant que musiciens et en tant que maçons. De Mozart en Autriche à Rameau en France, de Paris à Vienne, réunis en maçonnerie et en musique, sans compter leurs successeurs au XIXe et au XXe siècle, la musique et la maçonnerie se sont toujours soutenues, non pas pour s'utiliser mutuellement, mais pour participer à la création d'espaces spirituels réservés qui fassent honneur à l'humanité, lorsque celle-ci a le pressant besoin d'avoir le bonheur de respirer un air nouveau. C'est ainsi qu'elles sont universelles. Mais elles le sont aussi lorsque, par exemple, la célèbre loge olympique, Nicole, c'est exactement de quoi je veux parler, de Paris à la fin du XVIIIe siècle, se donne la mission, parce que beaucoup de musiciens en faisaient partie, de promouvoir la musique sous la forme de concerts publics. Il y avait 12 concerts dans l'année à peu près, et de commandes à des compositeurs français ou étrangers. Joseph Haydn, par exemple, en bénéficia, puisque c'est grâce à cette institution qu'il put écrire en 1785 et 1786 les 6 symphonies numéro 82 à 87, 10 symphonies parisiennes, pour cette raison, et qui compte parmi les plus réussies de l'auteur. De ce rayonnement artistique, la loge olympique tira un rayonnement social allant au-delà du seul rayonnement maçonnique interne. Aux musiques profanes, issues de l'activité maçonnique, s'ajoutent des musiques proprement maçonniques, celles-ci écrites par des musiciens maçons pour des occasions maçonniques spécifiques, dont l'un des plus beaux exemples est la Mahrerich Trauer Musik, musique funèbre pour les maçons morts, de Mozart. C'est sans doute que la musique et la maçonnerie partagent une inspiration mystérieuse, ajoutant à une dimension particulière esthétique de la musique
la dimension initiatique de la franc-maçonnerie. Les loges modernes ont un peu oublié, semble-t-il, cet aspect très éminent de leur activité parce que génératrice du beau, dont on peut dire sans se tromper qu'il coïncide avec le vrai, le juste et le bien, coïncidant d'une manière quasi miraculeuse avec l'émergence d'une dimension supérieure de l'humanité. L'enchantement du monde, qui n'est pas seulement celui de la flûte de Mozart, ou son réenchantement que notre siècle mérite et appelle, se fonde sur une exaltation de l'invisible que musique et maçonnerie cultivent. La pensée positiviste avec sa fille naturelle, la pensée matérialiste en est à milieu. Alors, musique et maçonnerie, deux arts du silence. C'est enfoncer une porte ouverte aujourd'hui que de dire que le silence est la chose du monde la moins bien partagée et la moins partagée tout court. On dirait que nos contemporains, écologistes sous la forme quand il s'agit de chasser certaines nuisances de leur horizon, ne le sont plus quand il s'agit du silence et d'écarter le bruit. Or, jamais la musique n'a autant rempli les oreilles, les magasins, les transports en commun et les grands médias qu'aujourd'hui. La musique qui sert à acheter, à consommer, à s'occuper en faisant autre chose et à boucher le silence. Pas la musique qui fait du silence. Un état d'être permettant d'accueillir tous les autres états d'être. C'est une banalité d'écrire que le silence est devenu, d'une certaine façon, la bête à abattre sociale de notre temps par peur de l'autre, par crainte de soi, par refus de l'image de soi, qui ne manque pas d'apparaître quand elle n'est pas brouillée par autre chose que soi. De ce point de vue, la vraie musique, pas la musique d'ameublement ou la musique de divertissement au sens pascalien, celle qui empêche de voir, de sentir, de goûter et surtout d'entendre le bruit du monde et le signal des autres, et la musique qui, en demandant le silence, le recrée, qui, en créant le silence, le nourrit, s'en nourrit et le verse dans les abîmes sublimes d'une forme d'extase qui fait tout oublier. Elle est celle qui exige qu'on ne fasse rien d'autre en s'en laissant pénétrer parce qu'elle s'installe dans le silence intérieur de chacun. Voilà l'expression clé, silence intérieur. C'est le premier point commun de la maçonnerie avec la musique. La maçonnerie incite son adepte à faire le vide en lui pour faire accéder à son propre silence, à un statut d'état d'être qui ouvre la porte à d'autres états d'être. C'est pourquoi elle exige un silence absolu la première année de sa pratique. C'est pourquoi aussi elle réclame, à chaque fois que nécessaire bien sûr, le silence du respect qui permet à chacun de s'exprimer sans crainte de la contradiction gratuite et éphémère ou de l'opposition partisane et stérile. Mais il serait frustrant de réduire le silence en maçonnerie à la seule discipline de l'ordre. Il n'y a pas que le respect des autres et de leur opinion qui est en jeu. Il y a aussi, et peut-être davantage, le respect de soi et de sa conscience qui vise à faire émerger en chacun un autre homme, une autre femme, de l'humain au-delà de l'animal. Seul le refus du brouhaha extérieur le rend possible, et c'était la seule condition de l'extinction de ce brouhaha, que la petite musique de tous peut se faire entendre à chacun. Seul le silence est générateur de beauté, mais c'est pour parler une autre langue que la vulgate profane. La musique et la maçonnerie s'y attellent. Comme l'écrit le philosophe Vladimir Jankélévitch, la musique ne respire que dans l'oxygène du silence. J'adore. On peut ajouter comme la maçonnerie, il faut exiger le silence pour faire de la musique ou de la maçonnerie, mais en retour, il faut faire de la musique ou de la maçonnerie pour obtenir le silence intérieur, celui qui fait naître la sagesse, comme le disait Francis Bacon. Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse. Ce sommeil est le désert bienfaisant, où l'on se perd pour se retrouver. Il est cet infini qui accueille l'infini. Il vide l'humain de sa nature finie pour que sa part infinie lui apparaisse. Si le messager de l'invisible veut bien parler et si l'auditeur de visible veut bien l'écouter, on pourrait ainsi remplacer l'expression musique et maçonnerie, deux arts du silence, par l'expression musique et maçonnerie, désert du silence. Tellement elles ouvrent le cœur de l'homme pour en dégager le plus précieux, sa correspondance intime
avec l'univers dans une harmonie qu'avaient souhaité les Grecs anciens, et Pythagore en particulier, qui voyait dans la musique la forme la plus élevée de la sagesse ou de la philosophie, elle-même amour de la sagesse. Alors on va parler de la musique et maçonnerie, deux arts du temps. Je suis dans les temps ou pas ? C'est enfoncer une autre porte ouverte que de dire que la musique est un art du temps. La maçonnerie l'est tout autant qui découpe la réunion des hommes et des femmes de l'arithmétique mesurée de cette réunion. Elles pratiquent toutes les deux la même politique à l'égard du temps, si l'on peut parler de politique, ou alors encore une fois au sens grec ancien d'organisation de la cité. Cette politique est celle de la table rase du temps, pour une sublimation du temps. Cela peut paraître contradictoire à l'homme de la rue, habitué à la pendule et à son esclave la plupart du temps, et pourtant, c'est cette désolidarisation d'avec la dictature du temps physique, pour faire naître un temps esthétique avec la musique, du temps profane pour faire naître un temps sacré avec la maçonnerie. Je répète ça, c'est vachement important. Du temps physique pour faire naître un temps esthétique avec la musique et du temps profane pour faire naître un temps sacré avec la maçonnerie, qui crée une autre solidarité et qui enclenche une autre solidarisation de tous les humains. On répondra non sans pertinence. Comment peut-on recréer un temps à partir de sa négation ? Comment peut-on donner du sens au temps si ce sens n'est pas seulement arithmétique ? Peut-on raisonnablement faire du temps autre chose que l'énumération de secondes, de minutes, d'heures, de siècles et de millénaires si l'on renonce à toute comptabilisation du temps ? Justement, la musique et la maçonnerie non seulement renoncent à ce temps-là, que l'on peut appeler temps matériel, par exemple, mais encore créer les conditions de l'émergence d'un autre temps, qu'on peut appeler temps spirituel, générant un autre sentiment de temporalité, le sentiment d'une durée comblée et non plus d'un instant frustré, la durée comblée devenant une durée comblante, celle qui remplit le vide généré par le silence intérieur, et l'instant frustré, un instant devenant frustrant de l'impossible séparation de la conscience en de multiples morceaux, et donc surfant sur ce qui est une négation pure et simple de la personne, en reconstituant ou en constituant une nouvelle temporalité qui n'a d'identité que celle que chacun veut bien lui donner. La musique et la maçonnerie se comportent en pionnières, non pas des temps nouveaux, pour tous, ce serait audacieux et probablement improbable, mais d'un temps nouveau accessible à chacun, qui là ou le fait sortir de l'instant immédiat et de son caractère fugace pour lui faire éprouver la densité de l'immuable éternel et son caractère ineffable. Comme le dit l'écrivain Christian Bobin dans son dernier livre, L'Homme Joie, quelques secondes suffisent, n'est-ce pas, pour vivre éternellement. La musique, comme la maçonnerie, concourt à ce que ces secondes soient lourdes de sens, mais lourde aussi comme l'eau lourde qui, dans les réacteurs nucléaires, ralentit les neutrons, ces minuscules éléments analogues aux secondes profanes dont la musique et la maçonnerie tentent de débarrasser l'humain. C'est dans le même livre, trop tard, que Christian Bobin écrit « Bach est un enfant dont l'angoisse est si grande qu'il fait venir l'Éternel à son chevet ». Joli ça, non ? Phrase que la maçonnerie pourrait reprendre à son compte, amplifiant comme la musique la proposition en répétant avec le même que c'est par distraction que nous n'entrons pas au paradis de notre vivant. Une coupable distraction qui vient du refus du silence intérieur et de l'acceptation de la chaîne au pied qu'est le temps. Du coup, en maçonnerie, en musique comme en maçonnerie, l'abolition du temps prévu et consenti devient génératrice d'un autre temps et se traduit par l'apparition d'un ailleurs qui est à la fois un espace et un temps où l'espace et le temps se confondent dans une sorte d'infini qui les renie et pourtant les relie l'un à l'autre, un espace-temps tout court qui est une troisième dimension de l'être. Et puis la musique et maçonnerie, art de la mémoire également. L'expression art de la mémoire s'applique davantage à l'histoire qu'à la maçonnerie et à la musique. Et pourtant, au-delà des pionniers de ces deux arts de vivre, il existe une mémoire essentielle qui s'attache à l'essence de l'humanité, d'où son nom, quand la mémoire essentielle ne s'attache qu'à son existence. Il peut donc y avoir confusion quand on parle d'art de mémoire. En musique et en maçonnerie, il s'agit d'une mémoire vive ou d'une mémoire perpétuellement ravivée au présent, alors que tout ce qui touche à l'histoire est de l'ordre de la mémoire morte.
Encore faut-il savoir de quoi sont faits ces deux mémoires. La mémoire morte est une fossilisation admise des faits et des personnes d'où on extrait les informations qui aident à mieux comprendre l'évolution de l'humanité et à la mieux diriger ensuite. La mémoire vive est une régénération permanente de ce à quoi elle s'attache pour la musique, les œuvres musicales, pour la maçonnerie, la pensée maçonnique, en essayant de leur ou de lui redonner une actualité permanente. En cela, elles sont toutes les deux des arts de la mémoire. En fait, des arts de créer de la mémoire plus que de s'en nourrir, même si la première opération, créer de la mémoire, ne peut se réaliser sans la seconde, se nourrir de la mémoire. Être un art de la mémoire signifie donc, pour l'une comme pour l'autre, embrasser l'ensemble de la tradition, non pour acquérir le statut dangereux de traditionnaliste, mais pour en tirer les étincelles permettant de la revivifier. Il ne s'agit pas là de se souvenir, même si le souvenir demeure, le porte-parole de la mémoire, mais de ramener sur le devant de la scène l'essence commune des êtres humains. Musique et maçonnerie doivent être scrupuleusement attachés à la tradition, non pour s'en satisfaire, mais pour la dépasser. Non des musées, mais des laboratoires de tradition ravivée. C'est pourquoi la musique est celle que l'on fait comme la maçonnerie, celle que l'on agit. La musique et la maçonnerie ont cette particularité de ne pas exister en elles-mêmes, mais qu'en tant qu'elles sont révélées, l'action d'interpréter pour la musique, l'action de vivre maçonniquement pour la maçonnerie. Elles n'ont qu'une réalité fugace, même si celle-ci est forte, elles sont mortes dès qu'elles ont été vécues, mais renaissent à chaque fois qu'elles sont révélées ensemble. Ce sont des êtres vivants au sens propre, soit des réalités qui naissent et meurent, qui renaissent et demeurent des moments d'existence partagés, où la fibre de chacune est mise en vibration à l'opposé de la confusion du monde profane. Je vais m'arrêter là parce que ce texte de Jean-Paul Holstein, que nous avons travaillé ensemble et que je trouve absolument magnifique, se termine par la musique et la maçonnerie, le duo de l'harmonie universelle. Et je ne vais pas pouvoir vous parler de cela dans le détail parce que je veux ajouter une petite note très personnelle à mon approche de la musique. Je pense que la musique en maçonnerie, elle a une réalité certaine, ne serait-ce que, quels que soient les rites pratiqués, que ce soit des rites d'origine chrétienne, comme ce sont le cas dans le rite que nous pratiquons à la Grande Loge traditionnelle des Symboliques Opéra, c'est important de passer du temps profane au temps sacré. Et la musique, dans ce domaine-là, peut avoir une importance considérable. Également, à la fin d'une planche, à la fin d'un travail, on peut mettre un petit peu de musique. Alors, il s'agit de savoir, mais ça, Nicole vous en parlera mieux que moi, si on met de la musique maçonnique, on s'y met de la musique tout court. Moi, je considère que la musique a un rôle énorme, pas forcément celle des compositeurs maçonniques, hein, que ce soit Mozart, Haydn, Rameau, ou plus près de nous des Sibelius ou des gens comme ça. Je pense que même une belle musique qui est bien jouée avec infiniment de cœur, je préfère bien évidemment une colonne d'harmonie, c'est-à-dire des musiciens, comme vous avez vu là, qui jouent et qui sont autant de colonnes d'harmonie vivantes. Mais si on n'a pas ça, au moins trouver quelque chose qui puisse donner une vibration et qui soit vraiment en cohésion avec les travaux qui ont été faits. Alors, la musique, pour moi, elle a souvent, en maçonnerie, je vais dire quelque chose qui va défriser quelques frangins qui sont ici, des frères que j'aime pourtant, mais c'est souvent un petit peu comme la sauce de certains cuisiniers qui cachent un petit peu la médiocrité du plat qu'ils ont fait. Souvent, on se sert de la musique pour cacher la mauvaise pratique du rituel. Tous les rituels que nous avons, mes amis, mesdames, messieurs, mes frères et mes sœurs, tous les rituels que nous avons sont tous, autant qu'ils sont, autant de partitions de musique. Tous les mots sont des notes de musique. Et on ne dira jamais assez, et je sais que nous ne sommes pas les seuls à la GLTSO de recommander cette démarche-là, on ne dira jamais assez l'importance de travailler, de répéter les textes, de les donner du mieux possible, de faire travailler la voix des frères qui vont dire les textes. C'est essentiel. En ce qui me concerne personnellement, je trouve que
Je vous ai dit ce que je pensais des textes de Villermoz, qui a structuré complètement notre rituel. Ce sont des partitions de musique extraordinaires. Et les mots vibrent de façon absolument exceptionnelle. Si on ne travaille pas, si on ne le fait pas, c'est d'une platitude affligeante. Et il faut absolument qu'on se batte pour arriver à bien donner les textes. Et alors, surtout pendant les cérémonies de réception, quelles qu'elles soient, au premier, au deuxième, au troisième grade, et les grades au-dessus pour les grades de perfection. Je pense que ce que je vous dis là, c'est un ancien grand maître qui vous parle, puis un ancien vénérable maître, et puis un ancien apprenti, compagnon, qui a toujours entendu des textes qui n'étaient pas toujours bien dits. Puis de temps en temps, il y avait quelqu'un qui arrivait, un Jean-Marc Pétillot par exemple, et qui disait un texte et vous aviez l'impression que vous l'avez entendu, je ne sais pas, depuis 20 ans, mais vous ne l'aviez jamais entendu comme ça. Vous l'aviez écouté, mais vous ne l'aviez jamais entendu. Et ça, c'est très important. Et je pense que on peut s'aider de la musique instrumentale, bien évidemment, de la musique orchestrale. On peut s'aider aussi de l'orgue, éventuellement. Mais je pense que le meilleur travail qu'on pourra faire, et pour faire en sorte que la maçonnerie et la musique se rencontrent le mieux possible, eh bien, c'est de bien pratiquer nos rituels, de les respecter, et de faire en sorte de faire vibrer correctement ces magnifiques partitions musicales que nous ont laissées tous ceux qui ont structuré nos rites. J'en ai terminé. Merci beaucoup Bernard de Bosson. Vous nous avez fait vibrer avec vos mots et vos silences. Merci Bernard. Et donc maintenant, place à Nicole Desgranges, qui va nous parler, qui va reprendre un petit peu tout ça et qui va nous reparler un petit peu avec sa culture de musicologue, qui va nous plonger dans Mozart peut-être ou quelques autres. On va bien voir. Nicole, je te passe le micro. Et je partirai peut-être tel un voleur pendant ton intervention. Je te prie vraiment de ne pas m'en... Surveillez vos poches, il partira comme un voleur. Bonsoir. Donc en fait, je voulais un petit peu rebondir sur ce qu'a dit Bernard quand il a parlé de musique dans la spiritualité. Pour faire très très bref, quelles sont les premières interventions musicales dans un rituel ? Eh bien, il faut revenir à l'Antiquité, lorsque les pharaons en Égypte, tous les ans, faisaient un rituel de manière à ce que le Nil puisse déborder. Ce rituel était un rituel qui était de faire des offrandes au dieu Ra. Et le pharaon et les prêtres initiés pouvaient regarder le soleil. Et ils avaient besoin de faire 2 types d'offrandes, justement, pour que le Nil puisse déborder. La première est une offrande de type matériel. Je pense que vous pouvez deviner aisément de ce qu'il peut en être. C'est de déposer sur une table de la nourriture. On parle des offrandes de type matériel. Et quant à la deuxième, eh bien, ce sont les offrandes de type spirituel. Et c'est bien pour ça que Bernard a bien parlé de cet aspect-là dans la musique. La musique a ceci de particulier qu'effectivement, c'est une offrande de type spirituel. Et les musiciens qui étaient autorisés à pouvoir participer aux cérémonies ne devaient pas voir le soleil. Alors on parle du mythe, en fait, on disait qu'on leur crevait les yeux, de manière à ce que lors de cette cérémonie, ils puissent jouer, interpréter de la musique, mais être détachés de tout aspect de la vision extérieure, de manière à justement pouvoir interpréter avec leur corps, avec leur substance spirituelle, au mieux cette musique. Alors bien sûr, nous sommes dans le mythe. Nous savons maintenant qu'en regardant bien des fresques de l'époque égyptienne, qu'en fait, les musiciens avaient les yeux bandés. Donc ça la revenait en quelque sorte au même. On les mettait dans le noir, on les mettait dans le silence, je dirais, intérieur, de manière à ce qu'ils puissent exprimer une musique. Et c'était par la musique. Alors on dit que Aton devait absorber donc les offrandes matérielles en assimilant la substance immatérielle contenue dans la nourriture. Donc la musique offrande spirituelle était utilisée pour mettre en œuvre ce processus. Alors il est possible que la part invisible de la musique, c'est donc le son émanant d'un objet tangible, c'était donc le musicien, ait été interprétée comme le symbole de la substance
immatérielle transmise aux dieux à partir des aliments déposés dans le temple. Donc il y a conjonction entre substance matérielle et substance spirituelle. De tout temps, la musique a donc fait partie de rituels. Si on va quelques siècles plus tard, au XVIe siècle, au début de l'ère de l'Église réformée, immédiatement avec Luther, la musique s'est inscrite dans le rituel d'une certaine manière, dans le rituel religieux. Immédiatement dans la contre-réforme, donc dans le rituel de Rome, la musique a été organisée également pour faire partie du rituel. On peut dire que là, sur la place de la religion, chaque religion avait son style de musique. Si c'est dans l'Église réformée, c'était une musique où tout le monde devait comprendre le texte et tout le monde devait chanter le texte en même temps. C'est ce qu'on appelle le choral. Tout à l'heure, un grand maître a dit qu'il chantait dans un chœur. C'est chanter ensemble, en même temps la même chose et comprendre. En revanche, l'Église de Rome a décidé de garder le latin et a décidé de laisser ça aux professionnels. Si je parle de ces rituels et de la place de la musique dans les rituels, c'est que tout naturellement, quand la maçonnerie s'est développée, et en particulier la maçonnerie anglaise, donc fin XVIIe, début XVIIIe siècle, et en particulier dans cet ouvrage qui est le frontispice des Constitutions d'Anderson, 1723, dans lequel, en fait, il y a de publier, c'est un petit peu l'ouvrage en quelque sorte qui donne les principales bases de ce qui est la maçonnerie donc, du XVIIIe siècle, eh bien il y a 4 chansons. Et 4 chansons, voilà les Constitutions d'Anderson, donc qui le frontispice. 4 chansons qui sont donc en anglais, qui sont consacrées donc à la chanson du maître, la chanson du compagnon, la chanson de l'apprenti et la chanson également au niveau des agapes, c'est-à-dire la rencontre de tous les frères. Ces chansons vont très très rapidement se développer et en fait dès le XVIIIe siècle, on va faire des traductions de ces chansons en français. En particulier dans un chansonnier, donc les chansons de la très vénérable confrérie des francs-maçons, donc exécutées par Nodot. Voilà la chanson des compagnons qui est ici. Vous avez le manuscrit en fait donc de cet ouvrage et je vous propose simplement d'entendre le début, parce que je vais faire les choses d'une manière brève, le début donc de cette chanson. Voilà, je vais un petit peu écourter. Je pense que vous avez suivi puisque je vous montre un petit peu les paroles. Donc ça, c'était l'une des chansons. Et ça va être un des points fondamentaux pour nous, musiciens. C'est que l'édition de ces chansons en français vont être extrêmement importantes, vont se diffuser dans toute la France. Et jusque-là, nous n'avions pas réellement d'édition de musique, d'édition de partition, puisque nous travaillions jusqu'au début du XVIIIe siècle essentiellement sur des manuscrits. Donc, l'importance des loges pour nous, musiciens, c'est que ça va développer l'édition musicale, ce qui est absolument fondamental. Ce qui veut dire que les 4 chansons fondatrices, donc extraites de la Constitution d'Anderson, traduites en français, eh bien, vont pouvoir ainsi, en étant publiées, se diffuser très rapidement dans toute la France et auprès de toutes les loges maçonniques. Voilà la chanson du maître, qui est encore une des chansons donc des Constitutions d'Anderson. Je vous propose d'écouter le début.
Alors, comme vous le constatez, ces chansons sont écrites dans une forme musicale qui s'appelle couplet-refrain. Là, vous avez le refrain devant les yeux, qui peut être chanté à plusieurs voix. Alors ça, c'est également fondamental pour nous dans l'histoire de la musique. C'est la première fois qu'un groupe de personnes chante ensemble, et en particulier un groupe de frères, bien sûr, à l'époque, au XVIIIe siècle, et ils chantaient ensemble, en particulier, le refrain. Alors, une forme musicale qui est couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain, nous appelons ça, pour nous, musiciens, une forme rondeau. Qui chantait les couplets? Eh bien, c'était les maîtres de musique. Alors, en fait, tout cela va se développer, et les différentes loges de France, du coup, pour chanter toutes ces choses-là, vont recruter des maîtres de musique. Où est-ce qu'on va les prendre? Eh bien, tout simplement, par exemple, à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, on va aller chercher le maître de musique. Alors, c'était génial parce que les musiciens, à l'époque, étaient exempts de payer une cotisation. Ça ne l'est plus vraiment maintenant, mais à l'époque, ils ne payaient pas donc de cotisation et ils devaient en fait faire chanter. Alors, eux chantaient les couplets et tous les frères réunis chantaient donc les refrains. C'est un petit peu ce que l'on va faire tout à l'heure, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Alors voilà la chanson des maîtres, encore une fois, publiée donc toujours dans le manuscrit de Nodot. Il se trouve qu'à l'époque, donc, les frères se réunissaient non pas toujours dans des temples très organisés, mais plutôt dans des sortes d'appartements qui s'organisaient plus ou moins suivant l'espace disponible. Donc, bien sûr, quels étaient les instruments utilisés? Ça ne pouvait pas être les grandes orgues d'une église. On essayait également d'éviter les instruments extrêmement sonores, tels les cuivres. Bien sûr, dans un petit appartement, c'était un petit peu particulier. Donc, on va privilégier tout naturellement les instruments qui pouvaient se transporter, et en particulier les instruments de la famille, donc des bois ou des cordes. Ici, vous voyez donc tous les frères réunis, une gravure du XVIIIe siècle avec quelques instruments donc au milieu d'eux. Les instruments privilégiés vont être les hautbois en particulier, parce que instrument peu sonore, et en fin de compte de la famille des bois, voici un hautbois baroque, un autre hautbois baroque, et bien sûr le chalumeau qui est l'ancêtre de la clarinette. Voilà, nous avons entendu tout à l'heure un fabuleux clarinettiste dans la bonne tradition, dans l'excellente tradition de la maçonnerie, parce que c'est vrai que comme Mozart avait un ami clarinettiste, son célèbre concerto est très souvent apparenté à la maçonnerie. Donc ces instruments clarinettistes étaient très utilisés parce que facilement transportables. C'est tout simplement pour cela qu'on utilisait ces instruments. Un instrument un peu particulier que va utiliser Mozart, qui est une sorte de ce qu'on appelle un corps de basset. C'est l'instrument dont tout à l'heure le frère parlait de symphonie funèbre. Eh bien, c'est l'instrument que va utiliser Mozart, en particulier dans son requiem ou dans les symphonies funèbres, justement. C'est en fait une clarinette basse de l'époque, mais voilà l'instrument qui est, comme vous le constatez, extrêmement arrondi avec un pavillon. Et ces instruments dont on n'a absolument aucune idée du son qu'ils pouvaient faire, ce qui fait qu'on a repris des instruments de musée que maintenant, par exemple dans le Requiem, dans un certain nombre de pièces tardives de Mozart, on entend enfin sonner cet instrument en reprenant l'organologie de l'époque. Alors, dans les tenues, qu'est-ce que l'on faisait? On ne chantait que les chansons des apprentis, des compagnons ou des maîtres, c'est tout. Mais de temps en temps, il y avait des déplacements dans les tenues. Et qu'est-ce que l'on chantait? Tout naturellement, ce qu'on appelle une marche. Je vous propose d'entendre un extrait donc, de la marche des maçons, donc toujours du même, donc du frère Nodot.
etc., etc. Donc je vous ai fait entendre un refrain, un couplet, un refrain, il pourrait y avoir couplet, refrain, etc. Dans cette marche, cela permettait en fait à tout déplacement qui se passait à l'intérieur donc du temple, eh bien d'être scandé. Vous aviez également de temps en temps une percussion, là vous avez entendu une timbale. Bien sûr, tout ça a une allure assez militaire. Il ne faut pas oublier non plus qu'au sein des loges du XVIIIe siècle, il y avait et la noblesse de robe et la noblesse d'épée qui étaient bien sûr présentes au sein de ces loges. Donc, au niveau dans les loges, on utilisait donc très souvent ces petites marches de manière à faire des déplacements. Voilà par exemple quelques compositeurs de l'époque qui étaient ici Jean-Michel Blavet, qui était l'un des grands compositeurs donc, de musique maçonnique de l'époque. Jean-Michel Corrette, mais je pourrais vous en citer. En fait, il y a eu un almanach en 1784 qui a recensé sur 600 musiciens, 400 étaient francs-maçons. C'est considérable. C'est-à-dire qu'on allait vraiment essayer de chercher tous les compositeurs de manière... Les loges en avaient besoin pour agrémenter les tenues et puis ensuite pour les agapes, nous allons voir ça tout à l'heure. Tout à l'heure, on vous a parlé également de certaines compositions qui ont été faites par Haydn pour la fameuse loge donc, de Paris, également pour la loge des Neuf Sœurs. Et là, c'est le fameux Chevalier de Saint-Georges, qui est l'un des qu'on surnomme le Mozart noir, en fait, qui a composé et qui était surtout le chef d'orchestre. En fait, de l'orchestre de Paris pour lequel les symphonies de Haydn ont été composées. Et c'était donc un personnage extrêmement important. La musique était donc extrêmement présente, bien sûr, au niveau des concerts. Mais là, je vais revenir dessus. Ah, j'étais un peu rapide. Donc, une fois les tenues faites, dans lesquelles on pouvait chanter une chanson et avoir des déplacements, et bien sûr, il y avait les agapes. Dans les agapes, ce que vous pouvez constater, c'est que les frères sont tous installés autour d'une table, dans un ordre bien établi, et du personnel fait le service. Ça, c'est une toute petite allusion que je peux faire à la flûte enchantée de Mozart. Se dire, tiens, Papageno, il est quand même pas très bien représenté. Eh bien, non, en fait, Papageno, il va être initié au grade de chevalier de 2e rang parce qu'il va être initié au grade de servant. Parce que, en fait, les maîtres, eux, étaient initiés, devenaient apprentis, compagnons, maîtres, donc les nobles, chevalier d'épée, chevalier noblesse d'épée, noblesse de robe. Mais en fait, pour faire le service des agapes, ce n'était pas eux qui allaient se servir. Ils avaient l'habitude d'avoir une maison. Donc, on faisait initier le personnel de service uniquement à l'épreuve de la terre correspondant à la nourriture. Et c'est exactement dans la flûte enchantée, quand Papageno, à un moment donné, il dit « j'ai faim, j'ai soif », et on lui donne de la nourriture. Il est en train de faire l'épreuve de la terre, il va être initié au grade de servant. Et vous voyez là, sur cette gravure, eh bien, le personnel de service, qui sont en fait les serviteurs des familles des nobles. Donc, il y a d'une certaine manière recomposition d'un contexte particulier. Voilà, maintenant... Eh bien, les nobles en train de trinquer, en train de faire des santés, et vous avez le personnel de service qui est là, prêt à remplir les verres, bien sûr, les coupes pour faire des santés. Voilà encore, autour de la table, différents notables, donc au moment des agapes. Alors, qu'est-ce que l'on chantait au moment des agapes? Alors voilà, Jean-Philippe Rameau. Tout à l'heure, Bernard vous a dit, Rameau, musicien, malheureusement, nous n'avons aucune preuve que Rameau était franc-maçon. Nous n'avons jamais retrouvé le moindre contexte de signature, diplôme de ce type. Mais ce qui est important, c'est que dans un des recueils, la lyre maçonne, ou recueil de chansons des francs-maçons, recueil qui va être distribué à plus de plusieurs milliers d'exemplaires en France, donc l'édition musicale maçonnique est absolument fondamentale pour nos musiciens, c'est le début de l'édition musicale.
Eh bien, vous allez entendre là un chorus de tous les frères. Alors, ce chorus de tous les frères, il va être réalisé, en fait, c'est ce qu'on appelle la technique du timbre. Tout à l'heure, vous allez voir un film qui est consacré plus spécifiquement à la maçonnerie de type autrichienne et allemande, mais on va quand même vous parler de cette chose-là. À savoir, bien, on a les 4 chansons du Constitution d'Anderson, mais il faut en composer d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on se dit, tout compte fait, on va partir de choses qui existent déjà. Et du moment que c'est couplet, refrain, ça nous va très bien. Et alors, on va prendre en particulier dans des opéras de Rameau. Alors, je vous propose d'entendre, par exemple, un extrait d'un opéra de Rameau qui s'appelle Les Fêtes d'Hébé, et c'est une musette en rondeau. Voilà, donc tout le temps, couplet, refrain, tout le temps, couplet, refrain. D'accord, vous avez entendu cette mélodie, vous me dites, oh là, mais qu'est-ce qu'elle nous a mis ici au niveau du tableau? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la technique du timbre. C'est-à-dire qu'on va reprendre la mélodie de Rameau, mais je vais y mettre d'autres textes, et qui vont être celles que vous avez ici, donc, projetées, et que je vous propose d'écouter. Voilà. Donc, vous avez compris. On reprend une mélodie très connue qui découle d'un opéra, c'est la mélodie de ce qu'on appelle technique du timbre. On change les paroles et on est toujours dans un couplet-refrain. Et ça, on chantait ça au moment des agapes. Alors, moi, j'ai envie d'une chose, c'est qu'on se resitue au XVIIIe siècle et puis j'ai envie qu'on chante le couplet tous ensemble. Vous l'avez entendu 10 fois, d'accord? Donc, pas de problème là-dessus. Avec l'enregistrement. Nous sommes dans les agapes. Il y a un frère qui fait les couplets. Vous allez chanter les refrains. Voilà. Alors, ce qui fait donc pour le tout, chantons en cœur,
chantons notre maçonnerie, chantons en cœur, frères, chantons notre bonheur. Chantons en cœur, chantons notre maçonnerie, chantons en cœur, frères, chantons notre bonheur. Voilà, c'est une autre chose très importante, je crois, par rapport à ce qu'a dit, c'est le partage. Nous chantons à une seule voix, c'est-à-dire notre spiritualité, la musique passe entre nous tous. Eh bien, on va chanter maintenant. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Chantons en cœur, chantons notre maçonnerie, chantons en cœur, frères, chantons notre bonheur. Chantons en cœur, chantons notre maçonnerie, chantons en cœur, frères, chantons notre bonheur. Chantons en cœur, chantons notre maçonnerie, chantons en cœur, frères, chantons notre bonheur. Chantons en cœur, chantons notre maçonnerie, chantons en cœur, frères, chantons notre bonheur. En cœur, chantons notre maçonnerie, chantons en cœur, frères, chantons notre bonheur. Alors voilà, là, je crois que là, vraiment, on y est. On y est. Qu'est-ce que c'est que la musique ? C'est de partager, c'est d'être tous ensemble. Oh, certes, les frères n'étaient pas tous d'excellents chanteurs, mais ils chantaient que le petit refrain, et c'était le maître de musique qui chantait les couplets. Donc tout cela se passait dans une parfaite harmonie. C'est la première fois dans l'histoire de la musique que nous avons ainsi collectivement quelque chose où les frères chantent, et puis les couplets sont faits par d'autres personnes. Bravo, en tout cas, Et à partir de là, ces chansons maçonniques, eh bien, elles vont se développer. Donc, on est parti déjà de musique existante, donc là, un opéra de Rameau. Et puis, à partir de là, eh bien, on va faire donc des chansons. Mais la Révolution française arrive. Et on peut dire qu'énormément de chansons maçonniques, couplets, refrains, vont devenir quoi ? Des hymnes révolutionnaires. Et je ne peux vous en donner, par exemple, qu'un exemple. Donc ici, c'est un hymne à la fête de l'être suprême. Eh bien, je pense que vous allez le reconnaître aisément. Eh bien, c'est un hymne de Méhul qui va s'appeler autrement au moment de la Révolution française. Les francs-maçons. Justice, égalité. Vous avez tous reconnu le chant du départ. Eh bien, on a fait la même technique. On est parti cette fois d'une chanson, un hymne maçonnique. On change les paroles et c'est devenu le chant du départ. Voilà. Et beaucoup de chansons, d'hymnes révolutionnaires sont d'ex-chansons
maçonnique. Alors, il se trouve que la plupart des musiciens, style Gosset, Grétry, Méhul, Girouste, enfin tout ça était franc-maçon, tous ces musiciens étaient francs-maçons. Au moment de la Révolution française, devant les temples de la raison, on les fait devenir des commissaires de la République. Et ils étaient, pour les fêtes décadaires, vous savez, tous les 10 jours, il y avait une fête décadaire, eh bien, ils devaient faire chanter les gens. Donc, tout naturellement, ils reprennent des chansons maçonniques, et puis, ils changent les paroles pour que ça devienne plus révolutionnaire, le chant du départ, par exemple, et eux chantent les couplets, et tout le public, dans le public, des chanteurs sont répartis, et tout le monde doit chanter les refrains. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est par le biais des loges qu'on en arrive aux hymnes révolutionnaires. Et c'est eux aussi qui vont donc développer l'impression. Voilà aussi un très très grand compositeur, Girouste, qui se fait représenter dans l'unique tableau devant une musique funèbre maçonnique qui est utilisée effectivement donc dans le rituel maçonnique pour la mort. Ici, eh bien, voilà Méhul, qui était un frère, Joseph Méhul. Et voici ici Clérambault, autre compositeur français, qui va composer des cantates qui s'appellent en particulier les francs-maçons cantates. Alors, je ne vais pas vous la faire entendre parce qu'elle fait 20 minutes, bien sûr, le temps étant compté. Mais là, j'arrive au dernier point de mon exposé. Nous avons constaté la musique à l'intérieur des loges. Quels instruments on utilisait? Pourquoi? La musique dans les agapes, on chantait, c'était nous réunir. Et maintenant, eh bien, la dernière étape, ce sont les concerts. Si je reviens un petit peu en arrière, les constitutions d'Anderson 1723, 1725, autre date importante, c'est la création des concerts spirituels par André Philidor à Paris. Qu'est-ce que c'était que les concerts spirituels? Eh bien, à l'époque, les nobles allaient à l'opéra l'après-midi. Parce qu'à partir de 17h, couvre-feu, jamais c'était le soir, bien sûr. Les rues dans les villes, c'était des coupes-gorges. Donc, on allait l'après-midi au concert. Et à l'opéra. Or, il y a 2 périodes dans l'année, on n'a pas le droit d'aller à l'opéra. C'est l'avant, c'est-à-dire les 40 jours avant Noël, ça va bientôt commencer, les 24 jours, je veux dire, avant Noël, et la période du carême. Interdiction d'aller à l'opéra. Alors, il se trouve que les nobles, eux, ils ont envie de sortir. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas tout ça. Ils ont besoin de se montrer. Donc, l'après-midi, on crée, à partir de 1725, les concerts spirituels. Dans ces concerts spirituels, on va entendre un premier mouvement d'une symphonie, un air de concert. Par exemple, les airs de concert de Mozart ont été écrits pour ça. Un mouvement d'un concerto, une petite pièce pour clavier, etc. Les choses s'organisent. C'était un peu la radio de l'époque. Ça durait pendant 3 heures. Les nobles arrivaient, repartaient, tout ça. C'était très convivial. On n'écoutait pas vraiment. C'était surtout pour se montrer et pouvoir discuter. Ces concerts spirituels, en fait, vont commencer à être extrêmement prisés et peu à peu, le public va commencer à s'asseoir et on va voir comment ils vont s'asseoir. Mais à partir de ce moment-là, ces concerts spirituels vont faire boule de neige. Et à partir des années 1760, donc un petit peu plus tardivement, les loges françaises vont s'interroger, puisque dans ces loges, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, noblesse d'épée, noblesse de robe, mais vous avez également le meilleur de la ville, les échevins, etc. Et puis de se dire, en fin de compte, on se trouve réunis, les tenues ne sont pas très très longues, il y a les agapes, certes, c'est très intéressant, mais comment faire du bien autour de nous? Et ils vont commencer à réfléchir, et ça va se développer, mais extrêmement rapidement, entre 1760 et 1765, en copiant le concert spirituel à Paris. Et ils vont demander au maître de musique, qui déjà s'occupait des tenues, de faire chanter, etc., qui était en plus le maître de musique de la cathédrale. Vous voyez, quand on dit c'est monsieur musique, voilà, eh bien, on va lui dire, on va organiser des concerts. Et partout en France vont se développer des concerts sur abonnement. Ce sont les loges maçonniques qui, en France, créent les concerts sur abonnement. C'est-à-dire, alors des fois, c'est un lundi par mois, un dimanche par mois, etc. Et on paye pour aller
entendre un concert qui est organisé par le compositeur. Les fonds qui vont être réunis, eh bien à ce moment-là, les loges se disent « c'est très bien, nous avons des fonds qui nous arrivent. Eh bien maintenant, on va pouvoir aider nos concitoyens. » Et comment on va aider nos concitoyens? Eh bien on va créer les premières maisons de retraite. On va créer les premières maisons pour nouvelles accouchées. En fait, c'est grâce à l'argent qui découle des concerts sur abonnement que, d'un point de vue sociétal, les loges vont développer dans les différentes villes, avoir cette action-là qui est quand même assez peu connue sur le plan, je dirais, historique. Donc, on exécute des œuvres comme, par exemple, cette cantate donc de Clérambault. Alors, vous voyez que, par exemple, ici, vous avez également des grandes festivités où on va réunir, par exemple, ici, c'est donc à Paris, les jeunes filles qui sont présentées une fois par an. Donc, il y a tout un cérémonial. Le concert spirituel va se développer où? Dans les Tuileries. Vous savez, maintenant, qui a brûlé donc, au XIXe siècle, en particulier ici, dans ce bâtiment central, qui est ce qu'on appelle la salle des machines, parce qu'il y avait toute une machinerie qui était derrière. Et voilà les concerts spirituels tels qu'on pouvait les écouter pendant les 2 moments donc, de l'année. Donc le public était présent. Alors, un je crois, des compositeurs les plus éminents de cette époque va être André Philidor. Et Philidor, qui était à Londres, va écrire une pièce qui va s'appeler donc le Carmen Seculare, et c'est un grand oratorio qui, d'une certaine manière, sert presque anticipe la flûte à chanter, puisque nous sommes en 1783, et c'est pour la réunification de toutes les loges de Londres, donc aux Freemasons de Londres. Alors, je voudrais vous faire entendre tout à l'heure, pour conclure justement cette toute petite présentation, un extrait de cette œuvre. Je continue ici en vous montrant comment, à l'époque, on va au concert. Peu à peu, on s'assoit. Et d'une certaine manière, comme vous pouvez constater, comme en loge, les publics ils sont assis face à face. Le concert est ici, au bout. Et les gens ne regardent pas l'orchestre. Et regardez aussi cette autre gravure qui est ici à Leipzig. Eh bien, vous voyez que la galanterie de ces messieurs tout à fait notable. Toutes les dames sont assises et les messieurs sont debout derrière. J'apprécie beaucoup cette galanterie de l'époque. Et les dames pouvaient ainsi s'admirer, étaler leurs belles toilettes. Mais vous voyez qu'à l'époque, on ne regardait pas l'orchestre. On se retrouve toujours, d'une certaine manière, sur 2 colonnes. Donc, vous voyez toujours l'influence, bien sûr, de ce qui peut se passer en loge. Alors, un musicien franc-maçon, qui va être Bernard Jumentier, qui était compositeur à Saint-Quentin dans l'Aisne, qui a été joué plusieurs fois devant le roi Louis XVI. Eh bien, ce compositeur est donc le compositeur de la cathédrale. Il est maçon, il s'occupe de pendant les tenues des déplacements. Il fait chanter après pendant les agapes, il organise tous les concerts dans la ville. Je peux vous dire que chaque musicien dans chaque ville avait un rôle fondamental, c'était Monsieur Musique. Et voilà, à Saint-Quentin, ce qui a été créé, c'est la première maison de retraite dans le département de l'Aisne qui s'appelle la maison de Joly de Bameville et qui se trouve à Étrier et qui a été fondée en 1770, résultat justement de l'argent qu'on a récolté des concerts sur abonnement. Je voulais en fait vous montrer les relations entre musique et maçonnerie, c'est-à-dire cette relation sociétale qu'on a un petit peu tendance à oublier et qui me semble tout à fait importante. Alors, pour conclure, je voulais vous faire entendre simplement un extrait donc du Carmen Seculare de Philidor, un petit extrait dans lequel vous aurez les solistes
puis les chœurs qui vont reprendre justement les solistes, et puis cet ensemble. Et en fait, c'est vraiment pour moi l'extrait musical qui en fait symbolise tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cette liaison professionnelle, je pourrais dire, et amateur. En conclusion, je dirais simplement qu'un certain Mozart, en 1763, enfant, vient à Paris, puis en 1778 aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il se rend compte? Mais il se rend compte que les musiciens, dans toutes les villes de France, mais ils sont considérés, qu'ils ont un rôle, que les loges viennent les chercher. Et s'il va rentrer en 1784 à la loge, à la stricte observance, à la... nouvellement couronné à Vienne, eh bien c'est tout simplement parce qu'il se dit je vais peut-être là enfin être considéré, ce que je n'étais pas. Alors je vous fais entendre cet extrait du Carmen Seculare, donc de Philidor.
Merci. Alors là, merci infiniment Nicole Desgranges. Grâce à vous, là, c'est une véritable initiation que vous nous avez fait subir, quoi, en quelque sorte. Hein, de nous remettre à chanter comme ça, je crois qu'on n'avait pas fait. Petite surprise. Oui, petite surprise, mais là, vous avez été très très forte. Hein, Merci, très, merci, forte, merci. Là, Non, mais je suis chef de c'était, chœur, chef d'orchestre, donc vous m'avez entendu là avec l'orchestre. Bon, on était obligés, quoi. Voilà. Bon, alors petite parenthèse, il me semble que à Toulouse, le maître de musique était un certain Bernard Aimable Dupuis, Oui. voilà, auquel la Loge La Française des Arts a rendu hommage assez récemment, puisqu'il en faisait partie. Absolument. Voilà, donc c'est l'occasion pour les Toulousains de savoir que nous avions le régional de l'étape, nous aussi, dans cette affaire. Et vous aviez également un certain Lévins, D'accord. qui était également maître de musique ici, absolument. Voilà. Comme dans toutes les villes. Merci, parce que c'était à la fois un balayage historique qui exhume des choses par rapport à la Révolution française que beaucoup d'entre nous ignorions. Enfin, en ce qui me concerne, là, je suis tombé de l'armoire. Et merci pour, en plus, vous avez conclu avec ce magnifique morceau, ce magnifique Carmen Seculare de Philidor, c'est bien ça? Absolument. Très bien. Écoutez, vous nous avez Danican mis Philidor. dans un état de grâce. Là, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de questions. Mais Si, j'espère. Merci en tout cas pour cette intervention aussi merveilleuse. Alors, des questions dans la salle? Gloup. Gloup. Voilà, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est beau! Le silence est d'or, peut-être, on pourrait suivre ce que nous a dit... Non, je pense que c'est quand même... ce que je voulais vraiment signaler avec vous, c'est cette importance sociétale. C'est-à-dire, je m'en fichais de vous dire quels étaient les compositeurs qui étaient maçons, c'est pas le problème. C'était vraiment ça, c'est-à-dire l'éloge. On crée l'édition musicale. Nous avons développé des formes musicales, donc la forme rondeau. La première fois que des gens chantent ensemble, donc cette fraternité, cette harmonie qui pouvait régner, elle est également là-dedans. La spiritualité qui découle de cette musique me semble fondamentale. Et puis, je voulais signaler, parce qu'on a beaucoup épilogué sur la place de la maçonnerie pendant la Révolution, etc., sur le plan des idées. Mais cet aspect sociétal, en fait, c'est-à-dire de créer ces premières maisons de retraite, les premières maisons ils les appelaient à l'époque pour les nouvelles accouchées. Hein, eh bien, c'est le résultat en fait de tout ça. Donc cette liaison musique-maçonnerie, moi, j'ai voulu vous l'imprégner sur ce plan sociétal, il me semble. Et Bernard, lui, je crois qu'il a travaillé plus sur la musique des mots, c'est-à-dire la spiritualité de la musique qui est en fait en nous-mêmes, le silence et la musique qui est en fait dans nous-mêmes. Je pense que nos deux interventions donc se complétaient sur ce plan-là. Voilà. Mais je réponds à vos questions. Bon, puisqu'il n'y a pas eu de première question, on pourrait peut-être prendre la deuxième. Madame, on va vous faire passer l'esquimau. Attendez une petite seconde, on va vous faire passer l'esquimau, comme ça tout le monde vous entendra. Et vous parlez bien dans le... Dans l'esquimau. Oui, je voulais simplement venir conforter ce que nous a dit l'intervenante. Donc j'ai un frère qui est mon frère au carré, puisque c'est mon frère de chair et mon frère en maçonnerie, qui a une formation de musicien et qui vit actuellement du côté de Saint-Tropez, de Cogolin, et qui, de sa formation musicale, donc à la fois au moment des fêtes religieuses, anime les répétitions des chorales locales et à la fois anime les fêtes profanes. Donc on retrouve exactement le schéma que tu as décrit. Absolument. Et j'en ai jamais parlé avec lui, mais il faudrait que j'en parle avec lui. Voilà. Donc je ne sais
pas si ça existe ailleurs, dans d'autres endroits. Oh mais si, enfin moi j'anime aussi de temps en temps, puisque je suis chef d'orchestre et chef de chœur, donc effectivement j'anime, là vous voyez c'est très facile, on s'apprend le refrain et puis voilà. Je pense aussi que à l'époque, la création musicale a été très importante, puisque vous avez constaté quand même 400 frères maçons, c'était quand même quelque chose, musiciens maçons, c'était quand même important. Au XIXe siècle, un petit peu moins de frères musiciens ont composé. On pourrait dire qu'au XXe siècle, le dernier grand compositeur est Sibelius, et que le droit humain, nous avons un hymne qui a été composé par André Geldage, un élève de Fauré. C'est vrai que dans ce XXe siècle, le Grand Orient aussi récemment s'est doté d'un hymne. En revanche, depuis que nous avons maintenant tout ce qui est chanifi, etc., dans les loges, nous reprenons bien sûr des musiques enregistrées. Et la notion du partage, la notion du chœur, la notion de chanter ensemble, c'est un peu dilué, et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'effectivement, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, dans la musique des mots, au commencement était le verbe. Le verbe, c'est l'onde musicale, c'est cette spiritualité qui est là-dedans. Elle est à la fois dans la parole, mais également dans cette communion. C'est vrai que moi j'ai un petit regret qui est qu'on ne chante pas plus, du moins les refrains qui sont ceux-là, dans les loges. Mais ah oui, il faut que je vienne. Mais c'est quelque chose qui, de temps en temps, il y a des loges comme ça où on arrive de temps en temps à chanter. Et cette liaison, effectivement, entre les musiciens profanes. Bon, c'est vrai qu'en tant que musicien de maçonnie, quand je vais assez souvent porter mon concours pour des fêtes exceptionnelles, cela m'arrive, mais je crois que ce qu'on appelle, nous, l'harmonie en live apporte effectivement tout de suite quelque chose de totalement différent. Le micro, qu'on vous entende bien. Pardon ? Le nom de l'auteur. De qui ? Philidor, c'est Philidor. De vous faire entendre là. Alors, en fait, le concert spirituel a été créé en 1715 par André Philidor, qui était le grand-père de Danican André Philidor, qui est celui qui a composé le Carmen Séculare, qui est fait à partir d'un texte d'Horace, c'est-à-dire c'était des fêtes qui se faisaient chaque première année d'un siècle et qui étaient sur les festivités des changements de siècle. Voilà, le Carmen Séculare de Danican André Philidor. De rien. Est-ce qu'on peut dire que tous les chorales qui fleurissent à l'heure actuelle, finalement, descendent d'une initiative franc-maçonne Oui, mais d'une certaine manière, bien sûr. Par exemple, le mouvement à cœur joie, qui était un grand mouvement de chant choral en France, qui a été créé par César Geoffrey, qui était maître de l'ordre de Malte, qui était également franc-maçon. La notion de chant choral, bien sûr que ça en découle d'une certaine manière, et qu'au départ, c'était bien chanter des couplets, refrains en permanence. Maintenant, à côté de ça, je vous ai dit que la musique, au départ, comme dans tout rituel, j'ai parlé du rituel religieux, qui était en particulier le rituel de l'Église réformée de l'Église de Rome. Il se trouve que pour nous, la Révolution française a été un coup d'arrêt magistral. Avant, nous avions des maîtrises, nous n'en avons plus après. Parce qu'être maîtrisien, il y avait des enfants, des chanoines qui chantaient sous la direction donc de maîtres de musique. La Révolution française fait un coup d'arrêt absolument fondamental à ça. Ce qui fait que, je dirais, le fait du chant choral en France, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment une tradition, je dirais, très vivace. Vous allez dans la liturgie anglicane. Je pense par exemple quand on voit un mariage princier à Londres, quand vous avez vu à la télé l'enterrement de Lady Di, écoutez la liturgie anglicane, les maîtrises d'enfants avec les enfants, les hautes contres, les ténors et les basses. Quand vous allez en Allemagne, rien qu'à Leipzig, la ville de Bach, vous avez vraiment des chœurs. En Allemagne, en Angleterre, chanter dans une maîtrise est un honneur. En France, on s'en fiche un petit peu.
hein, au niveau des enfants. Ce qui veut dire que le chant choral en France n'est malheureusement pas... si dès les enfants, il y avait vraiment cette tradition-là, nous aurions des chœurs, je dirais, très très importants en France, comme il y en a partout en Allemagne et qu'il y en a partout en Angleterre. Et en fait, cette notion de chanter, si elle est si vivace en Angleterre, bien sûr que la franc-maçonnerie y est pour quelque chose au départ. Et ça se retrouvait dans le rituel des religions. Il faudrait que vous reveniez demain matin parce qu'il y a laïcité et éducation populaire. Je viens demain matin et je fais 2 concerts demain, donc je serai là demain. Parler de la musique aussi dans le cadre de l'éducation populaire. Ah, mais bien sûr, bien sûr. D'autres questions? Circuler l'esquimau pour qu'on entende bien les gens qui veulent s'exprimer. Eh ben voilà. Oui, non, mais ça commence bien sûr. Non, mais il y en a à Strasbourg, il y en a à Dijon. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, on peut dire qu'on recommence ça. Mais le maîtrisien, vous savez, à l'époque, c'était des enfants qui étaient recrutés à l'âge de 6 ans, qui étaient internes. Et pour les enfants pauvres, bien sûr, on les écoutait. C'était l'assurance de recevoir une éducation, puisqu'ils avaient des cours de grammaire, de théologie, d'instruments, etc. Et au bout de 10 ans, ils devenaient les maîtres de musique. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le maître de musique de la cathédrale, il écrivait toute la partition à chanter pour le dimanche. Et qui est-ce qui réalisait ce qu'on appelle les parties séparées, c'est-à-dire ce que jouait le violon ou bien ce que chantait le chanteur? Eh bien, les copistes de l'époque, c'était qui? Les maîtrisiens. C'est-à-dire c'est les enfants qui recopiaient la partition du maître de musique et c'est comme ça qu'ils apprenaient la musique. Il n'y a pas de pédagogie à l'époque. Hein. Donc les enfants étaient internes, mais ils avaient l'assurance d'une éducation, d'une instruction. Et au bout de 10 ans, ils devenaient les maîtres de musique. Alors que maintenant, les maîtrises, c'est en dehors, bien sûr, du contexte scolaire et ils se retrouvent et bien sûr, ils travaillent leur voix et voilà. Oui, je voudrais revenir, moi, sur le plan de l'histoire. Je ne sais pas si on m'entend. Donc, sur le plan de l'histoire, vous avez parlé tout à l'heure pour Toulouse, là, vous avez parlé de Levens et de Dupuy, bien sûr, Bernard Aimable. Alors, Levens, lui, il était à Saint-Étienne. Oui. Dupuy était à Saint-Cernin. Oui. Et ce Dupuy, en fait, c'est des historiens de l'ITEM qui ont retrouvé sa trace en 1998, puisqu'on l'avait complètement perdu de vue, ce monsieur. En réalité... et c'est là que c'est étonnant pour les compositeurs du XVIIIe. Dupuy a été une grande vedette. Absolument. Au XVIIIe siècle. Mais au XVIIIe. Et quand il est mort le 2 décembre 1789, il est mort dans l'indifférence totale. Mm-hmm. On n'a même pas annoncé sa mort dans les journaux. Mm-hmm. Absolument. Alors c'est vrai que la Révolution démarrait, etc., il y avait sûrement d'autres préoccupations. Mais déjà, on peut dire que plus de 10 ans avant sa mort, à Toulouse, là, il était devenu un inconnu. Mm-hmm. Alors qu'il fut un temps... où Louis XV souhaitait que Dupuy monte à Paris et reste là, à la cour, à Versailles, etc. Alors ça, c'est une première chose. On a retrouvé ensuite, en cherchant, on a retrouvé des partitions à la bibliothèque municipale. On sait qu'il y a dans la région des partitions qui sont encore éparpillées. Il y en a probablement du côté dans l'Aveyron, du côté de Sylvanès, etc. Et puis tout ce qui a été retrouvé était incomplet. Ce qui veut dire que l'orchestre d'art baroque là, de Toulouse, quand on a fait les commémorations de Dupuy, c'est eux-mêmes qui ont, comblé les pages manquantes des partitions. Mm-hmm. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, moi, c'est pas vraiment des questions. Deuxième chose que je voulais dire, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lorsque le centre d'art baroque, là, qui se trouve à Versailles, voilà, donc on CMBV. Voilà, donc on était en contact avec eux, et on était en contact en particulier, nous, sur le plan historique. C'est-à-dire qu'en les contactant, on leur a dit, voilà, on peut vous parler de non seulement Bernard Aimable Dupuy à Toulouse, mais Bernard Aimable Dupuy, franc-maçon. Alors là, on a senti tout de suite, Bernard Aimable Dupuy, le compositeur baroque, ça va, le triomphe des arts, etc. et tout, ça va, c'est bon, ça plaît, mais franc-maçon, alors qu'on en savait pas mal sur lui. On leur a envoyé plus d'une page et demie sur sa vie maçonnique, qui a été relativement fournie, puisqu'il a été initié dès 1745, ensuite il est allé fréquenter des musiciens à Bordeaux, etc. Il s'est pas mal déplacé. Et tout ça, quand ils ont sorti, là, à Versailles, quand ils ont sorti des brochures sur Bernard Aimable Dupuy, ça avait disparu. Il n'avait jamais été franc-maçon.
Alors ça, c'est toujours étonnant. C'est toujours des choses qui encore de nos jours, étonnent. De même, il n'était pas question, quand il y a eu des conférences ici à Toulouse, pour réhabiliter un petit peu Bernard Aimable Dupuy, à qui on a attribué une place ici, ben, dans les conférences, il n'était pas question de mentionner qu'il était maçon. Ça n'a pu se faire que dans des conférences internes de l'ITEM. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai fait mes études à Toulouse, bien que par la suite, j'ai quitté et je suis sur Dijon maintenant. J'ai fait en fait ma maîtrise sur les Vins. Et avec une collègue qui à l'époque avait fait sa thèse, c'était donc en 81 sur Dupuy. Et elle avait retrouvé justement toutes ces partitions. Et à l'époque, il n'était pas bon ton du tout de pouvoir en parler. Mais je peux vous dire aussi que Bernard Jumentier, dont je vous ai montré avec justement la fameuse création justement de la maison de retraite à Saint-Quentin, qui était l'une des premières de France. Il était maître de musique à Saint-Quentin dans l'Aisne. J'ai fait ma thèse d'État là-dessus. Et il a été joué devant Louis XVI plusieurs fois. Pourquoi il n'a pas accepté de cours à Versailles? Tout simplement parce qu'à Saint-Quentin, on lui donnait toute latitude de faire tout ce qu'il voulait. Il était le maître de musique de la cathédrale, il était l'organisateur des concerts, etc. Et quand je suis chercheur au CMBV, donc au Centre de musique baroque de Versailles, je suis chercheur associé, quand j'ai parlé de Bernard Jumentier, maçon, on a également occulté ce contexte-là. Et pour rentrer dans la loge donc de Saint-Jean de Saint-Quentin, il a écrit, comme bon nombre de compositeurs en France, à partir du psaume 132, tous les frères, nous habitons tous ensemble. Et c'était le psaume qui permettait justement aux frères de, comment vous dire, d'être le morceau de bienvenue, pas de bienvenue, le morceau pour être intronisé, pour être reconnu au sein même de la loge. C'est un peu comme Bach à Leipzig qui a composé son œuvre, l'art de la fugue, pour être intégré dans une société de sciences. Donc un compositeur, pour être intégré, il fallait qu'il compose une œuvre. Mais c'est vrai que c'est toujours assez compliqué de démontrer cette liaison. C'est pour cela que moi j'en parle en montrant justement mais l'impact. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce aux loges que nous avons les concerts. C'est grâce aux loges que l'édition s'est développée. C'est grâce aux loges qu'un certain nombre d'instruments vont avoir leur technique, qui vont se développer, la clarinette, le hautbois, parce qu'on allait d'appartement en appartement. C'est grâce aux loges que l'on chante, le chant choral. Et c'est grâce aux loges, en fin de compte, que les musiciens ont une reconnaissance. Voilà. Et Jumentier, on lui propose un poste de maître de musique, d'intendant, de superintendant de la musique à Versailles sous Louis XVI, il le refuse. Il le refuse, c'est Girouste qui l'aura, il le refuse parce qu'à Saint-Quentin, quand il veut composer une pièce, il a tout ce qu'il veut, tout l'orchestre qu'il veut, il fait tous les concerts sur abonnement, tout, c'est lui qui gère tout. Alors maintenant, en 1789-91, heureusement, nous n'avons eu aucun musicien qui ont été guillotinés, parce que d'une certaine manière, ils ont tous trouvé un petit peu le biais qui est de devenir commissaire de la République au service du salut public et justement pour faire chanter les gens dans les fêtes décadaires, c'est-à-dire tous les 10 jours devant les temples de la raison.